Donc là, c'est embêtant pour qu'elle reprenne son intervention au point où... Ah, la voilà, d'accord. Donc, on la remet aussi. Voilà, d'accord. Il nous manque une interprète et on pourra reprendre. Mm, 可以继续了吗？等一下，你等一下，我们在等待你。不好意思，我们等待你。Désolé, Madame Wei. On attend encore le deuxième interprète et après on pourra reprendre. Mais vous l'avez... Ah oui, ça n'a pas marché. On n'a pas le deuxième interprète. Ça va faire l'interprétation. On peut peut-être... Bien, on va commencer à reprendre. On a déjà une interprète qui va peut-être donc traduire les propos de Madame Wei en français. Merci. Madame Wei, vous pouvez recommencer au point où vous étiez arrêté votre intervention en nous priant de nous excuser donc pour cet incident technique. 可以了是吗？嗯，好的好的，那我就接着从检察公益诉讼开始继续给大家分享吧。就说到检察公益诉讼当中，检察官的一个职责定位呢，我们是作为公共利益的代理人身份来救济一种公共的利益，例如说，我们在环境d'intérêt public, nous, les procureurs, nous devons apporter un soutien et une aide à nos justiciables. Par exemple, dans le domaine de la pharmacie, des médicaments, de la santé, de la sécurité en route. C'est ainsi que nous pouvons jouer notre rôle parce que ce sont des affaires d'intérêt public et c'est pourquoi nos activités devraient nous rapprocher le plus possible du public et c'est ainsi que nous avons développé des applications sur les smartphones qui permettent, par exemple, à tout le monde de filmer, de prendre des photos dans le quotidien qui pourraient servir ensuite de preuve. Et puis, nous sommes en lien avec les plateformes de services offerts aux citoyens. Nous pouvons ainsi recevoir des réclamations de la part de nos habitants. Par exemple, des appels concernant la santé publique, la défense des droits des handicapés et des femmes. Je pense que la technologie, c'est très utile, surtout dans la protection des droits et intérêts de notre population. Et ensuite, un deuxième point, c'est la pratique. Dans la pratique, et pour nous, les procureurs, nous devons, par exemple, examiner les affaires et surtout organiser des audiences auprès du public, écouter les opinions du public. C'est ainsi que nous organisons un système d'audience ouverte au sein de notre parquet. Et là, on invite par exemple les parties, les intéressés à venir dans cette audience ouverte. Ils vont essayer de donner leurs arguments. On va débattre ensemble. C'est ainsi, c'est presque une première négociation entre les parties. Là, on joue un rôle qui est similaire de celui de médiateur. Et puis, une troisième pratique dans notre parquet, c'est le système pour les délinquances. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec le développement de notre société, on constate de moins en moins d'affaires pénales.
qui sont liées surtout à des crimes et de plus en plus de délinquance. Et souvent, ces délinquances euh, sont générées par des conflits civils. Et là, au niveau de ces délinquances, il faut faire très attention parce que cela est très étroitement lié aux mœurs de la société et aussi à la moralité. C'est pourquoi nous avons optimisé notre équipe afin de former des groupes qui est chargé spécialement pour ce genre d'affaires de délinquance. Pour des infractions, par exemple, là, souvent, on cherche à régler ce genre de différends à l'amiable. Par exemple, chercher une entente entre les parties et le procureur, après avoir écouté les deux parties, peuvent examiner la légalité de l'affaire. C'est aussi au procureur de fournir un brouillon de l'accord de médiation. Et une quatrième pratique chez nous, c'est l'accueil des citoyens, mais aussi l'ouverture des voies de recours accessibles à la population. Par exemple, s'il y a des justiciables qui n'acceptent pas les jugements des cours populaires, des tribunaux populaires, ils ont la possibilité de porter plainte devant le parquet. Ils vont saisir notre parquet et dans ce cas-là, c'est le parquet qui joue le rôle de contrôle sur ces procès qui ont été déjà jugés par les tribunaux ou les cours populaires. Et en tant que parquet de premier niveau de base, nous sommes les liaisons, nous jouons le rôle de liaison avec le public, avec les habitants. C'est pourquoi chaque année, on reçoit beaucoup de lettres, beaucoup de visites de nos citoyens. Et dans un délai de 7 jours, il faut répondre à ces lettres, à ces demandes. Et en 30 jours, il faut donner une réponse assez précise à ce genre de demande. C'est pourquoi on devrait bien accueillir ces citoyens. Et cinquième partie de notre travail, c'est de garantir les droits des avocats. Et là, pour nous, c'est aussi une garantie fournie auprès des avocats parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus conscient de l'importance des avocats, par exemple, dans le système juridique et judiciaire. C'est pourquoi aujourd'hui, chez nous, on a créé un espace réservé à l'accueil des avocats. Nous fournissons également un appui très solide aux avocats et on facilite la consultation des dossiers par les avocats. Et grâce surtout à des plateformes informatiques. Et par exemple, les avocats aussi peuvent déposer des dossiers grâce à ce système informatique d'une façon automatique. Et aujourd'hui, par exemple, on a cette possibilité de consultation sur Internet des dossiers. En même temps, nous avons une plateforme des parquets chinois. Tous les intéressés peuvent demander la défense d'un avocat sur cette plateforme. Et puis, aujourd'hui, pour nous, la priorité des priorités, c'est donc la protection des mineurs. Et notre parquet est l'un des premiers à créer une équipe chargée de la protection des mineurs. Et ça fait 10 ans
qu'on travaille auprès des enfants. Et là, l'important, c'est de prévenir les atteintes portées aux mineurs, mais aussi l'éducation, le travail de sensibilisation. Et les mineurs, bien sûr, ils seront traités d'une façon très différente par rapport aux adultes. Et là, on travaille en synergie avec la société, les établissements scolaires et les familles afin de prévenir les délinquances chez les mineurs. Et là, c'est une aide fournie très directe. Par exemple, un procureur va se charger de l'aide, l'assistance à un mineur. Et on a noué des partenariats avec ces familles. Et on organise également des conférences de diffusion des connaissances sur l'autoprotection chez les mineurs, sur la généralisation des connaissances juridiques. C'est pourquoi régulièrement on se déplace vers les maternelles, les écoles, justement pour donner des cours de droit. Pour finir, je voudrais vous présenter quelques ressentis de quelques expériences que j'ai vécues. Parce que là, en tant que procureur de base, nous devons tout d'abord connaître les besoins de nos habitants et nous serons une passerelle entre les juridictions et le grand public. Et je pense que à chaque fois, il faut bien préconiser l'équité, l'impartialité dans nos affaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malheureusement, avec la coupure, la question qui avait été posée, c'était une question alors de mémoire, mais du coup, je n'ai pas tout retenu les termes, mais elle était destinée à Madame Wang concernant la sélection, la première sélection numérique et la réglementation de cette sélection numérique avant qu'elle soit ensuite des affaires. Est-ce que, Monsieur Redonné, vous avez pu avoir le temps, est-ce que… Non, non, malheureusement. Ouais. Sinon, on demandera aux participants la dame de reposer sa question. Mais c'était sur cette réglementation de cette… C'est vrai que c'est quelque chose… Alors, je vois que quelqu'un a pu… Voilà. Alors, voilà de nouveau la question, donc je reviens dessus. Au sujet du prix… Non. Voilà, excusez-moi, je ne parvenais pas à débloquer mon micro. Donc, on a pu reposer la question. Donc, il y a la question qui était destinée donc, à Madame le juge Wang au sujet du tri informatique réalisé a priori par un logiciel. Serait-il possible d'avoir des précisions concernant sa réglementation? Quelles sont les réglementations soumises aux fournisseurs de ce logiciel pour son homologation et utilisation? Le justiciable est-il informé de l'utilisation de ce logiciel? Son consentement est-il requis? Quelles sont les mesures réglementaires susceptibles de garantir la protection de ces données personnelles? Et quels sont les critères de sélection? Est-ce que… Il faut qu'elle débloque ça. Là, je vais essayer de répondre à cette question. D'abord, lorsqu'on reçoit des dépôts, on a un intranet dans notre tribunal. En fait, c'est à l'intérieur du tribunal. On a cet intranet. Après le dépôt des affaires, seuls les juges en charge ont le droit de consulter ces dossiers. En fait, là, si on réalise ce tri informatique, c'est que à chaque fois qu'on dépose un dossier, il faut marquer, par exemple, certains éléments, la somme, le montant de l'objet, la volonté
des parties à chercher une entente, une médiation, et aussi la qualité, c'est-à-dire la nature des affaires. Par exemple, le voisinage, vous avez évoqué, M. Depef a évoqué le voisinage. Là, on va tout de suite classer dans les affaires en référé, mais aussi les questions familiales et aussi le montant de l'objet inférieur à 100 000 yuans, des frais de chauffage, par exemple, là, avec des faits bien clairs et le montant n'est pas très grand. Donc, en général, lorsqu'on enregistre ces affaires, on va faire laisser une marque sur ce dossier, c'est-à-dire en chinois, ça veut dire simple, des affaires simples. Et puis, lorsque le juge de référé reçoit ces dossiers, il va faire le deuxième tri, c'est-à-dire il va examiner le dossier plus en détail, parce qu'en apparence, peut-être ces affaires sont assez simples, ou bien l'objectif est très clair pour cette affaire avec un montant assez petit. Mais si derrière, il y a d'autres situations très complexes, derrière, là, c'est vraiment au juge de référer à juger s'il s'agit d'une affaire en référé ou non. C'est pourquoi je dis que c'est une procédure combinée, d'une part numérique et d'autre part manuelle, effectuée par le juge en même temps. Merci. Du coup, ça signifie, pour être bien clair, que les critères sont pour rentrer ce dossier dans votre logiciel sont préfixés. Il y a un nombre de critères que vous devez remplir avec les éléments du dossier et vous avez un nombre de... Enfin, voilà, le nom des critères est bien défini. Oui, vous avez raison. Voilà, on a préfixé tous ces critères. D'accord. Et la question qui était posée, c'était est-ce que du coup, cette sélection, est-ce qu'il y a une réglementation spécifique dans un code ou est-ce que c'est des pratiques finalement que vous avez ou c'est réglementé? Et cette pratique est réglementée par en fait, ce n'est pas une loi, une réglementation, c'est un règlement donné par la Cour de Pékin, la Cour populaire de Pékin. D'accord. Merci pour ces précisions. Alors, il y avait une question à destination de Madame le procureur qui était de savoir si vous aviez des exemples de litiges portant sur la protection des mineurs. Je vais partager deux exemples avec vous sur la protection des mineurs. En fait, ça rentre justement dans le travail des intérêts publics. Donc, dans tout le volet des litiges d'intérêt public, ça comprend aussi la protection des mineurs. L'année dernière, les parquets ont trouvé qu'on a un travail très réussi, c'est-à-dire nous avons bien réussi dans le cadre de Pékin, dans les grands monuments historiques, par exemple la Cité interdite, le Temple du ciel, la Grande Muraille, etc.
ces monuments historiques qui ont été ouverts gratuitement aux mineurs ayant moins de 18 ans. Et donc ça a été un travail que nous avons beaucoup poussé pour favoriser la cause sur les mineurs. Ensuite, la protection pénale sur des mineurs. Et c'est aussi un grand volet de travail dans nos parquets dans le district Chaoyang. En fait, ça consiste à prélever des preuves au guichet unique. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, les parquets et les bureaux de sécurité publique vont travailler ensemble pour travailler de façon très efficace, c'est-à-dire lorsqu'on a des plaintes sur les problèmes de mineurs, des plaintes en matière pénale. C'est très souvent déjà seulement pendant la période d'enquête des policiers. Mais on va actionner le prélèvement des preuves très en amont pour aller recueillir des preuves. Et donc, on va trouver un lieu qui convient, un lieu qui est souvent très rassurant, dans un cadre qui est très familier pour l'enfant. Et on va procéder à entendre le mineur une seule fois, parce que vous savez que tout ce qui est agression sexuelle ou maltraitance, ce sont des agissements qui vont avoir beaucoup de traces sur les enfants. Donc, si les mineurs sont entendus de façon répétitive, cela va vraiment laisser des traumas chez les enfants. Donc, pour mieux protéger les mineurs, nous avons créé ce dispositif de entente des intéressés au guichet unique, c'est-à-dire une seule fois dans un lieu plus agréable pour les enfants, pour les entendre. Donc, c'est un travail que nous avons fait pour mieux protéger les mineurs. Et ça rentre dans le volet de travail des parquets en ce qui concerne les intérêts publics. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je pense que oui. Merci beaucoup. Une question pour Monsieur Chu. Quelle est la valeur juridique de l'accord accepté par les parties dans le cadre d'une conciliation et quelle suite en cas de non-respect des engagements? C'est Monsieur Debeff qui pose la question. Merci beaucoup pour votre question. Je vais répondre. Notre travail se base sur l'expression pleine des volontés des deux parties. Donc, si l'un des côtés ne donne pas son consentement, on arrête notre travail de médiation et donc cela va passer dans l'étape suivante, c'est-à-dire procédure. Et donc, sur cette base d'expression de volonté, chaque étape doit être enregistrée dans les procès-verbaux, les enjeux, les points de discussion. Donc, on va lisser les problématiques, les enjeux. Et donc, ensuite, sur cela, on va discuter. Et donc, nous, on joue notre rôle de médiateur. Par exemple, quand on découvre qu'il y a des incompréhensions de la loi, on va apporter notre soutien à cette partie. Ou alors, lorsqu'il y a une partie qui est très passionnée, qui a du mal à se contrôler, on va essayer aussi d'endiguer ses émotions, etc. Ensuite,
le but, c'est de ramener tout le monde autour de la table pour que on trouve un terrain d'entente. Lorsqu'il y a une des parties qui a vraiment tort, c'est bien sûr à elle de respecter l'accord qui a été conclu ou de rectifier sa faute. Par exemple, sur des litiges dans les managements, nos données, nous avons des statistiques qui sont très élevées. Il y en a beaucoup. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises de management qui sont entraînées justement dans ces procédures-là, mais les demandeurs ainsi que ces entreprises de management, il arrive qu'ils ne comprennent pas la loi. Donc, on va tout enregistrer et on a un procès-verbal de médiation sur lequel les deux parties vont signer. Lorsqu'il y a une signature sur ce procès-verbal, le demandeur va retirer sa plainte. Et donc, c'est un accord qui a été signé par les deux parties. Et nous, à ce moment-là, nous jouons seulement un rôle de témoin. Je vais à nouveau, si vous avez besoin, reposer la question. Donc, voilà, on a un papier, document qui est le résultat que nous cherchons. S'il y a besoin de homologation par la justice, on va le faire. Lorsqu'il y a non-respect de ces accords, on va les urger à exécuter ces accords. Donc, notre travail s'appuie justement sur ce document qui est l'accord signé. Donc, cela sert de document qui sera classé dans les dossiers qu'on pourra consulter en cas de besoin. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vous laisse réponse, Monsieur Debef, si vous avez besoin. Oui, non, mais tout à fait, ça a répondu à ma question. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions. J'espère ne pas en avoir oublié. Est-ce que dans les intervenants, il y a des questions? Pas de questions. Monsieur Redonné? Non, a priori, ici non plus. Donc, on va peut-être pouvoir mettre un terme à notre séminaire en vous laissant juste une phrase de conclusion. Après, je remercierai tout le monde. Je voulais déjà remercier tout le monde d'avoir joué le jeu du temps parce que ce n'est pas facile. Vous êtes intervenus tous dans un temps assez contraint, mais vos interventions ont tous été très claires et très riches. En tout cas, ça permet de voir que la justice de proximité, que ce soit en France ou en Chine, se développe mais ça permet aussi de voir la façon dont dans chaque pays, on se saisit de cette justice de proximité. Et donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Et Monsieur Redonné, si vous souhaitez aussi ajouter quelque chose? Oui, je vous remercie, Madame Mercier. Moi aussi, je voulais remercier bien évidemment tous les intervenants qui ont fait des présentations de qualité. J'ai personnellement beaucoup appris sur le système chinois de justice de proximité, avec notamment ce que nous a expliqué Madame le vice-président Wang sur ce juge itinérant à temps plein qui va vraiment au plus près
de la population, ou encore l'équipe de juges en référé, qu'on ne connaît pas non plus en France. On connaît le référé, mais ça n'a pas du tout la même signification, visiblement. Donc, j'ai beaucoup appris et je vous en remercie. Donc, merci, Madame la modératrice, pour avoir parfaitement organisé les différentes interventions malgré les problèmes techniques. Merci à Madame les interprètes pour avoir traduit en temps réel les interventions qui étaient parfois techniques avec du langage juridique complexe. Merci à tous les membres du service juridique qui ont organisé avec moi ce séminaire, et notamment à leur réactivité, parce qu'il a fallu ces derniers jours tout transformer en ligne, puisque nous n'avons pas pu, comme nous l'avions prévu au départ, recevoir du public à l'ambassade. Donc, merci à tous. Xie Dadia et au revoir. Zaijian. Monsieur Redonnet, Oui. juste, est-ce qu'on aura connaissance du lien pour nous Bien sûr, bien sûr. Comme oui. je le disais, donc on fera une diffusion en replay sur les plateformes de la Fondation pour le droit continental, c'est certain, peut-être du Conseil national des barreaux éventuellement, de ce séminaire qui pourra être revu par les participants ou vu par le public a posteriori, également donc par le public chinois sur les réseaux sociaux, et on vous enverra les liens nécessaires. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir.